Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je continue la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans le monde Akan, les échanges commerciaux dans l'espace Akan. Mais je voudrais vous informer que j'aurai à faire aussi une série de vidéos qui concerne un commentaire sur le livre des morts des anciens Égyptiens. C'est un livre important et ce que j'aurai à faire, ce sont des interprétations. Ce sont des interprétations. Parce que celui qui ne connaît pas la spiritualité africaine ne peut pas bien interpréter le livre des morts des anciens Égyptiens. C'est ce que j'ai constaté. C'est vrai, je ne suis pas égyptologue, je ne suis pas kamitologue comme maintenant ce mot qui est le plus juste tend à remplacer le mot égyptologie, égyptologue, qui lui vient des Grecs, alors que kamitologue, qui a la pour racine kamit, est plus juste, parce que là, ça vient des anciens Égyptiens. Alors donc, après cette information que je viens de donner, je voudrais donc poursuivre la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans le monde Akan. Je pense que concernant la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens, mes connaissances sur la spiritualité de nos ancêtres africains me permettra de bien interpréter ce livre-là. Voilà. C'est cela. Alors, j'ai eu à vous parler d'un personnage qui a joué un rôle important, qui est un de nos ancêtres africains, dans ses échanges avec les compagnies européennes, on appelle Djanikani ou Djanikoni. Alors, il aura à faire un blocus sur le fort Frederiksborg en l'occupant. Et cela va durer de 1717 à 1724. Alors les Hollandais, comme toujours, voulant user de force, vont tenter de prendre le fort par la force, mais leur attaque va se solder par un échec cuisant en 1718. La Compagnie des Indes occidentales décide alors de négocier et charge le mulâtre Bosman de le faire. Or, c'est par là qu'il devait commencer. Une compensation est promise à Djanikoni, en plus de l'effacement de sa dette auprès de la compagnie hollandaise. Mais il exige que désormais, les anciens forts brandebourgeois soient des zones franches, libres et ouvertes à toutes les nations qui désirent commercer. Est-ce que vous avez entendu ce que cet ancêtre-là, africain Djanikoni, a exigé? Il a exigé la liberté de commerce, alors que les Hollandais voulaient le monopole commercial. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agissait. Donc il a exigé que désormais, les anciens forts brandebourgeois soient des zones franches, libres et ouvertes à toutes les nations qui désirent y commercer. Voilà ce que Djanikoni a exigé aux Hollandais. Voilà. Alors que nous avons des présidents africains qui donnent ici des marchés de gré à gré. Bon. À cet effet, il achète en septembre 1721 des marchandises à des marchands brésiliens. Donc cela veut dire quoi? Il est parvenu à imposer ses exigences. Parce que ces marchands brésiliens-là, en fait, faisaient partie de ce qu'on appelle les interlopes. Ils n'étaient pas couverts, ils n'avaient pas la couverture et la caution d'un État. Vous voyez, comme certaines compagnies, comme la Compagnie des Indes occidentales qui était protégée par le gouvernement des Provinces-Unies. Voilà, c'est comme ça. La compagnie hollandaise ordonnera le paiement mensuel de 2 onces de poudre d'or sur les anciens forts brandebourgeois à Djanikoni. L'offre de présent annuel et l'engagement de lui donner des marchandises à crédit et le droit de collecter des taxes sur les navires qui viendront au large de Pokesso.
Poukesso, en fait, est le vrai nom de Princestown, qui était justement la localité dont il était le chef. En novembre 1724, la compagnie hollandaise, désormais en possession des anciens forts brandebourgeois, bombarde Poukesso. Vous voyez, les Hollandais, ils ne veulent pas changer. Vous voyez. Obligeant Gianconi à se réfugier dans la forêt près de sa cité. Le calme ne reviendra qu'en 1725. Voilà. Quand les Hollandais maintenant ont repris possession de ces forts-là, voilà qu'ils bombardent maintenant le village Poukesso de Gianconi. L'on remarque que plusieurs grands courtiers sur le littoral étaient des chefs locaux. C'est le cas de Gianconi, Assoumani et des frères Akrosan. Le roi Essouma Akassane, qui dans les documents écrits est appelé Akassini, sera aussi un grand courtier, comme le sera l'un de ses successeurs au XIXe siècle, Adjiri Pita. Le régent Atekeble de Mossou, il a été régent dans le royaume d'Aboué de Mossou, était aussi un grand courtier. Plusieurs rois Nzema seront aussi des courtiers importants. Parce que souvent les rois avaient des marchands, des courtiers qui étaient à leur service. Ceux-là, on les appelait les Batahine. Voilà, les Batahine, c'est-à-dire les chefs de marchands au service des rois, au service donc des Ohine ou des Bringbi. L'importation de barres de fer sur les côtes de l'or et les côtes Kwaka permet le développement des produits artisanaux, de la forge et même la fabrication de fusils locaux, bien que dès 1658, l'arrivée des armes à feu et de la poudre à canon est massive. Mais vous voyez, les Africains ne vont pas seulement se contenter des armes à feu qu'ils achetaient auprès des Européens. Eux-mêmes, ils fabriquaient localement des armes à feu. Voilà le chemin que nos ancêtres montrent. Eux-mêmes, ils s'industrialisent. Alors qu'ici, dans nos pays africains, on empêche l'industrialisation. Suivez mon regard. Entre juillet 1658 et novembre 1661, la compagnie hollandaise va vendre 5531 mousquets et une importante quantité de poudre à canon sur la côte de l'Or. Les grands courtiers locaux étaient capables de commander aisément 4000 mousquets. Il était aussi vendu des carabines. Parfois, les grands courtiers prenaient à crédit les armes, les vendaient, soustrayaient leurs bénéfices et reversaient la part des compagnies. Pendant la période de la traite des esclaves, les Européens conditionnaient la vente des armes à crédit à la condition que les captifs leur soient exclusivement livrés. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand certains historiens, comme mythologues, disent que non, la traite négrière, tout a été basé sur, comment on appelle ça, les razzias. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ainsi, en 1680, les Anglais livrent au chef Enso 100 mousquets et 4 barils de poudre à canon à payer contre des esclaves. Voilà, ce sont les documents écrits qui sont là. C'est les faits. Alors là, on peut voir ça dans le document britannique Account for March 1687. Voilà la vérité. Parfois, les rentes sur les forts versées aux chefs locaux étaient payées en marchandises, notamment avec des armes. Le roi de Fétou, en 1687, recevra pour 3 mois d'avance de paiement sur la rente des mousquets de la poudre à canon. Les populations de la côte de l'Or et de la côte Kwaka deviendront de grands consommateurs d'armes à feu. Voilà. Déjà au début du XVIIIe siècle, leurs forgerons savaient fabriquer des mousquets. Parce que, dans les coutumes à Caen, le père avait obligation d'acheter un fusil pour son fils. Quand son fils devient un jeune homme, il avait l'obligation de lui acheter un fusil. Voilà. C'est pour ça que pour les Akans, un homme qui ne possède pas un fusil est appelé Sansani, c'est-à-dire homme sans valeur. Voilà, ce sont les faits. Anomambo, favorable à la libre concurrence commerciale, deviendra une plaque tournante des interlopes. Voilà. Les Africains tenaient à la liberté de commerce.
traitant toutes les compagnies sur le même pied d'égalité. Dans cette optique, les Borbor-Fanti en 1680 déclarent ne vouloir accorder aucun privilège particulier à aucune compagnie particulière. À Dumoré, dans le Zema, par contre, les chefs Maniperniquois, Brafo, Poko, Bodi et Chalmina, Padina et Assempre vont conclure le 16 janvier 1657 un accord commercial avec la compagnie hollandaise. Ils avaient été déçus de la compagnie suédoise qui, depuis quelques années, ne ravitaillait plus en marchandises le comptoir de Dumoré. Le traité commercial a été conclu dans la cité marchande de Loni. En fait, il s'agit de Loni, le village de Loni. Du côté hollandais, il y avait Adrian Ogenhoek, facteur à Axim, les courtiers locaux d'Axim, Ingura, Atimba, Aoche, Dontou et l'interprète Francisco Nou. Voilà. Mais quand ils signent un accord pour que une compagnie ait quand même une situation de privilégié, cela ne veut pas dire qu'ils ne permettent pas à d'autres de commercer. Ça, il faut comprendre ça. Et souvent, cela entraînait des conflits. Parce que les gens pensaient que le privilège qu'on leur donne, les Européens pensaient que c'était exclusif, alors que ce n'est pas exclusif. Pour avoir les faveurs commerciales des Batafo Ashanti, la Compagnie des Indes occidentales et la Royal African Company des Britanniques vont envoyer des présents à Osei Tutu et le féliciteront pour sa brillante victoire sur les Dankira. Vous voyez. Voilà. Et ça, ce document-là, ça date du 16 novembre 1701. Voilà. C'est ce document qui permet de dire à quelle date, effectivement, les Ashantis ont été victorieux des Dankira. Vous voyez. Le document date du 16 novembre 1701. Voilà. Les Hollandais envoient des missions auprès des dirigeants d'Assebou, Fetou, Kufu, Akani et Kabestera, c'est-à-dire les territoires Etsi, pour qu'ils permettent le libre passage des marchands Ashanti, dont certains deviendront d'excellents courtiers. Sur la côte Kwakwa, les courtiers Avikam étaient appelés Kosierani. L'un d'eux, Amessan Aouna, était riche et avait d'autres courtiers à son service. Son adjoint, Djoman Nyandine, s'installera à son propre compte et deviendra aussi un grand courtier. Dans l'arrière-pays, des courtiers Odjoukru, Abé et Mbe Obrou, c'est-à-dire Abidji, Baoulé, traitaient avec les courtiers Avikam et Aladjan installés sur le littoral. Donc vous voyez, c'est pourquoi il dit que c'est un véritable commerce international. Vous voyez, c'est cela. Dans les transactions entre courtiers, les Sikefoué, c'est-à-dire ceux qui accueillent les marchands, jouaient un rôle d'intermédiaire important. Ils mettaient en contact les courtiers et percevaient des commissions. Vous voyez. Donc il y avait toute une kyrielle de gens qui vivaient de ce commerce-là. Voilà. Des piroguiers, des intermédiaires, etc. Les courtiers du littoral de la côte Kwakwa, ceux de l'arrière-pays, rencontraient les marchands baoulés et Agni à Tiasalé pour faire des affaires. Donc Tiasalé était une plaque tournante aussi de ce commerce-là. La côte Kwakwa du côté d'Assini sera fréquentée par la compagnie de Guinée, une compagnie française qui, dès janvier 1685, remplaçait la compagnie du Sénégal. Le commerce de l'ivoire et du poivre de Guinée était rentable sur la côte Kwakwa. Voilà. Parce que le poivre de Guinée, en fait, c'est-à-dire nos piments là, voilà, servaient dans la médecine. Voilà. Le ravitaillement en eau potable, en bois et en vivres des navires apportait des revenus supplémentaires aux populations. Vous voyez, comme je l'ai dit, toutes sortes de gens tiraient des revenus de ce commerce. Et les gens se permettent de dire non, les Africains n'avaient que la pacotille et ne gagnaient rien de ce commerce. Ce n'est pas vrai. Les interlopes hollandais et autres étaient actifs sur la côte Kwakwa. D'après Ducasse, la compagnie hollandaise tirait de son commerce sur les côtes de l'Oil Kwakwa 11 000 marques par an. La compagnie anglaise, 3 000 marques, 15 000 marques pour tous les interlopes
en majorité hollandaise et près de 800 marques respectivement pour les Danois, Brandebourgeois, Portugais et Français. Voilà. Donc, c'était un commerce gagnant-gagnant. C'est ce que certains chefs d'État africains demandent et pour ça, on les persécute, on les bombarde. C'est vraiment malheureux. Les échanges avaient parfois lieu à bord des vaisseaux ancrés près du rivage au-delà de la barre, parce que la barre était quand même dangereuse. Donc, il fallait des piroguiers, et ces piroguiers aussi étaient payés pour passer la barre, pour livrer les marchandises, et récupérer les marchandises qui sont sur les navires pour les envoyer sur la berge. Le roi de Guafo, désiré en 1672 de nouer des relations commerciales avec la France, envoie deux ambassadeurs qui voyagent sur le vaisseau commandé par le sieur Michault. Ces ambassadeurs seront reçus par Colbert, voilà, Colbert le criminel et son code noir. Ayant appris la création de la Compagnie de Guinée, le roi de Guafo en 1687 envoie un ambassadeur en France, mais celui-ci décède à Niort. En 1687, les Hollandais, hostiles à la concurrence française, pillent les marchandises de la Compagnie de Guinée à Takoradi et massacrent des courtiers à Ranta qui collaborent avec les Français. Voilà le comportement de ces Blancs, de ces Européens. Ils ne voulaient pas de la liberté du commerce. Et eux-mêmes, ils se faisaient la guerre. Et faisaient la guerre donc aussi aux populations africaines. La Compagnie française, en 1692, envoie le vaisseau Pont d'Or avec pour commis principal le sieur Thibierge pour commercer sur la côte Kwakwa. D'ailleurs, ce sieur Thibierge-là, dans son document, c'est lui qui parle de Anachma, c'est-à-dire le roi Anouasma. C'est ainsi que sera bâti le fort Saint-Louis à Assini en 1701. Voilà. Les Français y achetaient du coton, du poivre de Guinée, des esclaves. Contre les marchandises françaises, les natifs donnaient de la poudre d'or. Donc vous voyez, c'était leur monnaie. Les Européens pensaient être dans un troc alors que c'était un commerce monétaire. Les gens d'Assoko seront vite déçus de constater que le fort Saint-Louis n'était pas approvisionné comme ils l'auraient souhaité. Donc vous voyez, parce qu'eux-mêmes, ils écoulaient une partie de la marchandise à l'intérieur des terres. Les navires de la Compagnie de Guinée tardaient à arriver et en 1706, les Français évacuent le fort. Furieux, les Essoumans s'emparent du fort Saint-Louis. Voilà. Nos ancêtres savaient se faire respecter. Voilà. Vous n'approvisionnez pas le fort, eh nous récupérons le fort. C'est ce que les Essoumans ont fait. Le chevalier d'Amon, capitaine du vaisseau Saint-Louis, se rendra en Guafo et rencontrera John Cabes. Les Hollandais seront furieux de ce qu'ils avaient reçu les Français et ravitailler en eau potable leur navire. Ducasse écrit à ce propos, je le cite, « Les Hollandais, furieux que Jean Cabes ait reçu les Français, lui demandent de les chasser, mais Cabes, bien loin d'acquiescer à cette proposition, répondit que les Hollandais n'avaient aucun droit de commander dans les terres du royaume de Komendo et que, comme l'on avait permis aux Français de faire de l'eau, il les soutiendrait et que si personne se mettait en devoir de l'en empêcher, il ferait prendre les armes. » Voilà comment nos ancêtres savaient se faire respecter. Alors que peu après cet événement, John Cabes revenait d'Ogoua, qui est en fait Cape Coast, il est pris et mis au fer par les Hollandais qui ne le libèrent que contre le paiement de 91 de poudre d'or. Voilà, donc en fait ils l'ont surpris et puis ils l'ont fait prisonnier et otage. Les Hollandais sollicitent des mercenaires à Doum pour troubler la liberté du commerce en Guafo. Pour avoir bien accueilli le chevalier d'Amon, les Hollandais en voulaient au roi de Guafo. Mais ce dernier laissa entendre à Damon qu'il avait à Elmina même un parti important acquis à sa cause et que si le directeur général hollandais lui-même sortait de son fort, il serait enlevé et décapité par ses hommes. Voilà. Le roi de Guafo certifia être en négociation avec les Adoum que les Hollandais avaient armés et payés pour ramener le calme. Voilà. Donc, quelquefois, on le voit, ces compagnies européennes-là, donc, payaient des mercenaires. Voilà. Payaient des mercenaires dans des royaumes voisins pour attaquer
ceux qui voulaient la liberté du commerce. Les échanges ralentissaient en mars et octobre parce que la navigation était dangereuse sur les côtes de l'Or et Kwakwa à ces périodes-là. Les marchandises apportées par la compagnie de Guinée étaient la poudre à canon, les fusils, mosquées, eau de vie, perpétuanes. Dans les perpétuanes, ce sont des tissus. Toile blanche, toile imprimée, rascade de Rouen, chapeau, corail, fer en barre, pierre à fusil, couverture de laine, crin de pêche, miroir, pipe à tabac, tabac, vin, cori, toile peinte, chicolie, toile à carreaux, toile platine, toile de Silésie, bassin de cuivre, drap de lit, plomb, perles, corail bleu, étain, etc. Donc, vous voyez que la panoplie des marchandises était importante. Vous voyez, les marchandises que je viens de citer. J'en citerai d'autres. En 1692, le sieur Thibierge arrive à Assoko et commerce avec les natifs. Il indique les prix suivants. Le baril de poudre à canon était vendu 2 onces et 1 gros d'or de quintal. Les fusils étaient vendus 2 gros d'or pièce. Les draps de lit se vendaient en détail 2 ou 3, un acquis la pièce. L'on a 18 draps pour 1 once d'or. La soie était vendue 1 once d'or la pièce. Les grandes perpétuanes de couleur bleue, rouge, verte, jaune étaient vendues 5 gros d'or la pièce. Les petites perpétuanes étaient vendues 5 ou 6 acquis d'or la pièce. La toile de Silésie se vendait 3 acquis d'or la pièce. La grande toile de qualité ordinaire se vendait 4 gros d'or la pièce et la petite à 5 acquis d'or la pièce. Les taperatas, aussi ce sont des tissus, se vendaient la brasse 1 acquis d'or. Les micanés se vendaient 7 acquis la pièce. Toujours ce sont des tissus, différents types de tissus. Les habits de Bastan se vendaient la brasse 1 acquis. Les corails étaient très demandés et se vendaient 2 onces d'or le livre. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, c'est cela. C'était du commerce gagnant-gagnant. Voilà, du commerce gagnant-gagnant. J'aurai à poursuivre, je vais poursuivre justement cette série de vidéos sur les échanges commerciaux avec les Européens. Les étudiants peuvent suivre ce que je dis. Vous voyez, et vous voyez que chaque fois, j'indique les sources avec leurs auteurs. Je viens de citer le sieur Thibierge, etc. Donc, vous voyez que il faut revoir tout ce qui a été écrit à propos des échanges commerciaux entre les Africains et les Européens à ces périodes-là. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.